Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu Dr Desnoyers, une spécialiste en oncologie médicale. Oui, donc elle est venue nous parler justement de c'est quoi l'oncologie médicale, puis elle a fait un fellowship en cancer du sein, donc elle nous a expliqué ça. Puis elle a fait beaucoup aussi de recherches, donc on a vraiment beaucoup abordé ce sujet. Exact. Elle nous a parlé à quel point c'est important de se tenir à jour en oncologie, à quel point comme les recherches ils vont vite, les médicaments arrivent vite. C'était aussi, vous allez voir, c'est une personne hyper dynamique et très divertissante. Donc, Un très bon épisode. Bonne écoute! Avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier notre commanditaire ArchiMD. ArchiMD est une firme de gestion de patrimoine spécialisée dans les besoins des médecins. Que vous soyez étudiant, résident, en pratique ou à la retraite, c'est une firme de finances accessible et professionnelle qui sont là pour vous aider à gérer et à optimiser vos finances. Comme étudiant, si vous avez des questions pour vos prêts, vos assurances, votre marge de crédit ou même vos investissements, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions dans une rencontre en ligne en moins de 20 minutes. On vous encourage vraiment à profiter de leurs services qui sont vraiment adaptés à votre situation. Le lien va être en bio si vous voulez prendre rendez-vous avec eux dès aujourd'hui. Donc, on remercie ArchiMD. Bonjour, Dr Desnoyers. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Oui. On aimerait savoir, premièrement, est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez devenir médecin? Honnêtement, je pense que oui. Ça date au moins secondaire 3-4 là, que je voulais être médecin. Fait que avant ça, tu sais, je veux dire, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que je pense que j'ai toujours voulu être médecin. OK. Ouais. Ça part d'où? Est-ce qu'il y avait de la famille en médecine? Ou... Il y a personne qui est médecin dans ma famille. Fait que ça part à la base deux affaires. Un, j'ai eu des problèmes de santé quand j'étais au secondaire, puis j'ai été hospitalisée à Sainte-Justine 3 fois. OK. Puis c'est là que j'ai été exposée au domaine médical. Puis c'est dans une... Puis j'ai eu l'école... j'avais l'école à l'hôpital. Puis c'est comme... Puis j'étais bonne à l'école. Fait que c'est comme tout ça mélangé. J'étais comme, ben dans le fond, je vais être médecin, tu sais. Puis j'ai vu à quel point les soins de santé sont importants. Dans un moment où, moi, il fallait un peu que je me décide où est-ce que j'allais aller au cégep, puis tout ça. Fait que j'ai dit, ben j'ai des bonnes notes. Fait que je vais aller en médecine. Donc, vous êtes rentrée directement après le cégep à l'Université de Montréal. Exact. OK. Puis comment ça s'est passé, votre doctorat en médecine? Ça s'est passé super bien. Tu sais, j'ai fait l'année préparatoire en médecine, mes 5 années de médecine à l'UDM. Moi, j'ai toujours travaillé en même temps que je faisais mes études jusqu'à la résidence, mettons. Fait que j'avais comme une job à temps partiel. Je travaillais comme 15-20 heures semaine. Puis j'habitais chez mes parents sur la rive sud de Montréal. Fait que c'était quand même à 45 minutes, 1 heure de l'UDM. Là. Fait que c'était quand même occupé. J'avais pas de tant de temps libre que ça à l'extérieur du travail, médecine, puis comme voyager. Mais j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Et comment ça s'est passé, vos choix des CARMS pendant l'externat? Est-ce que vous avez des coups de cœur qui vous ont guidé par... Fait qu'au début, dans le fond de la médecine, j'ai toujours su que mais en fait, je voulais être hémato-oncologue pédiatrique. OK. C'était quand même très spécifique, là. Oui. Tu sais, on s'entend, tu rentres en médecine, t'es comme, moi, je vais être hémato-oncologue pédiatrique. Puis tout le monde est comme, ben, calme-toi, là, tu sais. Ou on sait pas c'est quoi non plus. C'est ça. Mais vu que j'avais été à Sainte-Justine, ça m'avait marqué, le pavillon Charles Bruno. J'étais comme, oh my God, moi, je veux traiter ces enfants-là, tu sais. Fait que, puis j'avais fait parmi mes emplois à temps partiel que j'ai eu, j'avais fait des projets de recherche avec un chercheur qui travaillait à Charles Bruno, dans le fond. Fait que j'avais fait un projet de recherche avec lui, puis après ça, j'ai toujours fait de la recherche, puis c'est ça. Fait que je m'en allais où avec ça? Je m'en allais, en fait, je disais que... Fait que j'ai toujours su que je voulais être hémato-oncologue. Je pensais que je voulais être aussi pédiatre. Pour traiter les enfants. Fait que quand j'étais arrivée au CARMS, j'ai appliqué en pédiatrie. Ah ouais. Puis là, j'étais comme... ça me prendrait quand même un plan B, tu sais, parce que la pédiatrie, c'est contingenté. Fait que j'ai appliqué en médecine interne. J'étais comme, au pire, je vais être oncologue pour adultes. Puis, plus les années de formation avançaient, plus j'étais comme, mais dans le fond, j'aime mieux traiter le cancer que traiter les enfants. Puis les chances que je finisse
tu sais, c'est quand même tout le temps super contingenté. Fait que, tu sais, les chances que j'aille finalement un poste d'hémato-oncologue pédiatrique à Montréal étaient quand même, tu sais, limitées. Tu sais, il y en a comme 2 à Sainte-Justine puis 2 à Haute-Children. Tu sais, c'est comme, ben... Fait que là... mon processus se faisait, puis j'étais comme, ben, tu sais, médecine interne pour faire onco, tu sais, quand même, j'aurais plus d'opportunités. Puis moi, je veux vraiment traiter le cancer, dans le fond, enfant, adulte, tu sais, ça me dérange pas tant que ça. Fait que quand on est arrivé pour faire le ranking, moi, mon copain, à ce moment-là, il était à Sherbrooke, avec Montréal. Fait que j'ai ranké PED Sherbrooke puis médecine interne Sherbrooke. OK. Je suis pas rentrée en PED, je suis rentrée en médecine interne. Je pense que le choix s'est fait sélection naturelle, puis je suis vraiment contente parce que je me verrais pas pédiatre, mettons. Et c'était quoi votre exposition à l'oncologie pendant l'externat? Aucune. OK. Ben, tu peux faire des stages à option. Oui. Fait que j'ai fait un stage à option en hémato-oncopède. Oui. Mais si tu fais pas des stages à option, on n'a aucune. Non, c'est ça. On sait pas c'est quoi. Même en médecine interne, la majorité des gens sont comme, pour vrai, l'onco, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Dans le tronc commun, là, il y a un stage, mais tu vois tellement de choses. Puis tu sais, c'est hémato et onco mélangés. Moi, je suis oncologue seulement. Fait que c'est quand même large pour comme un stage de 1 mois ou 2 mois d'être exposé à qu'est-ce que c'est vraiment l'oncologie. Fait que, tu sais, oui, externe, j'ai fait un stage en hémato-oncopède à Sainte-Justine. Puis j'ai fait un stage en onco adulte à Sherbrooke. OK. Ouais. OK. Et pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez différencier oncologue et hématologue? Ouais. Fait que dans le fond, hématologue traite les maladies du sang, bénignes et malignes. Donc, autant les anémies, mettons, que les leucémies, les lymphomes, les myélomes. OK. L'oncologue médical traite les tumeurs solides. Fait que dès que c'est un cancer solide, ben en fait, il voit l'oncologue. OK. Au Québec, on est la seule province au Canada où la spécialité est combinée. En fait, on est la seule place dans le monde entier que tu peux être hématologue et oncologue ensemble. Partout ailleurs dans le monde, c'est vraiment 2 spécialités séparées. OK. Et est-ce que c'est partout qu'il faut passer par la médecine interne? Je sais pas si... Ben, partout au Canada, oui. OK. Ouais. Faut être interniste, puis après ça, tu fais tes 3 ans de médecine interne, alors tu t'appliques au 2e CARMS. Puis là, dans le fond, tu as le choix d'appliquer soit en oncologie ou en hématologie. Puis quand tu appliques dans un des deux, après, t'es, on va dire, quasi automatiquement accepté à la résidence en hémat. Si tu appliques en onco, tu fais 2 ans d'onco, tu es presque automatiquement accepté à la résidence en hémato, mais c'est 1 an. OK. Si tu appliques en hémato en premier, tu fais 2 ans d'hémato, puis 1 an d'onco. OK. Ou tu peux faire comme moi, juste faire 2 ans d'onco. Ou 2 ans d'hémato. Oui. Qu'est-ce qui vous attirait autant vers l'oncologie? Oui, c'est ça que j'avais demandé, parce que ça a duré plusieurs années, là, l'attirance envers l'oncologie. Bien, la physiopatho derrière le cancer, ça m'intéresse vraiment. C'est comment une tumeur peut se développer à l'intérieur du corps humain, puis pourquoi c'est autant difficile de le traiter. Puis après ça, quand j'ai fait de la recherche, je me suis rendu compte à quel point il y a énormément de recherches en oncologie, puis à quel point ça va vite. Fait que autant pour le côté intellectuel de la chose, mais aussi parce que c'est une spécialité qu'on est tellement proche de nos patients. Tu fais vraiment une différence, je trouve, dans la vie des patients. Tu les accompagnes à travers des maladies ou une des épreuves les plus difficiles de leur vie, finalement. Puis ça crée des liens super forts avec nos patients. Et moi, c'est ça que j'aime. Puis après ça, ben, l'éventail de traitement puis la rapidité à laquelle la spécialité évolue, ben, t'es tout le temps comme obligé de te garder à jour dans tes affaires. Puis moi, c'est ce que j'aime. Donc là, vous avez, juste pour qu'on revienne au début, là, vous avez fait le doctorat en médecine, ensuite vous avez appliqué, puis vous avez fait médecine interne. Ouais. Puis ensuite, vous avez fait la spécialité oncologie. Ouais. C'est ça. Fait que j'ai fait médecine interne tronc commun de 3 ans à Sherbrooke. Après ça, j'ai appliqué au CARMS, puis j'ai appliqué en oncologie partout au Québec. OK. Puis là, j'ai été pris à Sherbrooke, c'était mon premier choix. Puis Sherbrooke, dans le fond, le programme d'oncologie se donne sur 2 sites. Fait qu'il se donne à Charlemagne, puis il se donne à Sherbrooke aussi.
Est-ce que c'est une spécialité qui est quand même contingentée, l'oncologie? Ça l'était pas dans mon temps, mais je pense que ça s'en vient de plus en plus contingenté. C'était peut-être une spécialité qui était méconnue, puis aussi la peur de... pas la peur, mais de savoir que tu vas être obligé de faire 2 résidences, c'est parce que c'est quand même... Parce que tu as fait ton collège royal de médecine interne, tu fais ton collège royal d'onco, il faut que tu fasses ton collège royal. C'est quand même 3 collèges royaux, un après l'autre. C'est quand même beaucoup, tu sais. Fait que peut-être que c'était pour ça. Peut-être que les gens aussi, ben c'est ça, c'est intense quand même comme spécialité. Le fait que peut-être tu te dis, ben je serai pas à la hauteur d'être oncologue et hématologue avec toutes justement les nouveautés dans ces 2 spécialités-là, ça cesse pas d'augmenter. Fait que les gens sont comme, ben là, moi je suis un peu mal à l'aise de devoir travailler comme hémato-oncologue quand ça va si vite que ça comme spécialité. Là. Est-ce que le fait que les traitements aussi s'en viennent de mieux en mieux, ça peut être plus attirant envers la... Oui, probablement, mais tu sais, ça fait quand même, tu sais, ça fait quand même quelques années déjà que ça va mieux en oncologie, là, fait que tu sais, qu'on a plus de traitements, fait que mettons, dans les 10 dernières années, je pense pas que ça, c'était l'impact majeur. Je pense que c'était plus le fait que ce soit une double certification, puis... le fait que c'était peut-être un peu méconnu plus que... Tu sais, quand on pense médecine interne, on pense à cardio, néphro, pneumo, gastro, on se dit pas comme hémato ou onco, là, tu sais. Puis on fait pas de stage tant que ça. Puis quand tu fais un stage en hémato-onco, ben, tu vois autant d'hémato que d'onco. Puis ça va tellement vite, tu comprends rien, tu sais. Non, mais t'es résident R1, R2, R3, puis tu t'es avec un patron, puis comme... Fait que ce cancer du sein-là, métastatique, en 3e ligne de traitement, tu ferais quoi? Puis t'es comme, ben, je sais pas, là. Même si t'essaies d'aller lire sur UpToDate, t'auras jamais de réponse. Tandis qu'en, mettons, en cardio, le patient a fait un infarctus. C'est comme, OK, ben, tu sais, on va faire peut-être une base, mettons, que t'as vu au préclinique, mais en onco, pas vraiment. Ce serait quoi des conseils que vous donneriez à quelqu'un qui pense potentiellement être intéressé par l'oncologie, puis là, on n'a pas d'exposition pour... Ben, faire tous les stages à option que tu peux. Mais tu sais, ça, c'est dur parce que c'est rare que t'es déterminé. C'est ça, c'est rare que, mettons, comme moi, t'es comme moi, je fais de l'onco, tu sais. Fait que moi, j'ai mis toutes mes œufs dans le même panier. Si ça avait pas marché, j'aurais été mal prise. Mais, fait que, c'est sûr, faire un minimum de stages à option, puis essayer de faire au moins un petit projet de recherche. Ça t'expose vraiment beaucoup. Ça te met en contact avec les patrons. Puis, ça t'immerse un peu dans le domaine quand même parce que à tous les jours, il y a des études en onco. Si t'aimes pas ça, vas-y pas. Si t'aimes pas lire des études, si t'aimes pas comprendre les analyses statistiques, si tu veux pas faire de la recherche, t'es comme, va pas en onco parce que tu vas être malheureux. Puis aller à des congrès, c'est niaiseux, mais même quand moi j'ai commencé à aller à des congrès, j'étais étudiante en médecine, là, j'avais pas d'affaires là, je comprenais rien, je m'assoyais, j'écoutais le monde parler, j'étais comme, j'ai rien compris, mais ça a l'air hot. J'aimerais ça comprendre puis être cette personne-là en avant qui donne le speech puis comme qui comprend son affaire, mais j'étais comme, bon, je comprends rien. Mais bon, fait que aller à des congrès, puis ça donne le vibe un peu des gens, puis Puis votre titre, c'est oncologie médicale. Pourquoi le médical? Est-ce qu'il y a d'autres comme spécialités d'oncologie? Comment ça fonctionne? Fait qu'oncologie médicale, c'est la seule... Il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. C'est la seule spécialité qui est 100% dédiée au cancer. OK. Mais il y a la radio-oncologie. Donc, ça, c'est de la radiothérapie. Eux, ils donnent des traitements de radiothérapie à des gens qui ont majoritairement un cancer. L'oncologie médicale, nous, on donne les traitements médicaux du cancer, c'est-à-dire la chimio. Tout le monde pense que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est donner de la chimio. Mais on fait d'autres choses. On fait des suivis de cancer, on fait de la surveillance, on fait de la détection de cancer, on suit des patients qui ont des mutations génétiques, qui sont à risque de développer des cancers. On donne de la chimio, de l'hormonothérapie, de l'immunothérapie, des thérapies ciblées. Ça fait juste augmenter. Fait qu'on donne plein de traitements pour traiter le cancer du patient. Puis sinon, il y a les chirurgiens oncologues qui, eux, ont fait leur chirurgie avant, puis se sont spécialisés pour opérer un type de tumeur. Fait que tu peux être, mettons, chirurgien oncologue en cancer du sein, mais toi, t'opères majoritairement des cancers du sein dans ta vie. Puis, comme au Québec, il y a eu longtemps un grand manque d'effectifs en onco et en hématologie, ben les chirurgiens oncologues, les radio-oncologues, ils n'ont pas eu le choix
de combler les manques, puis d'aller se spécialiser aussi un peu en oncologie médicale, puis apprendre à donner des traitements. Fait que c'est pas rare, même d'autres spécialités de la médecine interne, en mettant que tu sors des grands centres universitaires, c'est pas rare que tu pourrais voir, mettons, un pneumologue oncologue. Lui, il est pneumologue, puis il a fait un fellowship en oncologie pour apprendre à traiter les gens qui ont le cancer du poumon. Tandis que, mettons, nous, on fait juste traiter ça des cancers dans notre journée. Là. Puis ça peut être un peu n'importe quel organe. Ah, exact, n'importe quel cancer, chez l'adulte. Ouais. Vous travaillez à quel endroit en ce moment? Charlemagne, sur la Rive-Sud. Ouais. OK. Donc, une semaine typique, ça ressemble à quoi pour vous avec tous les cancers que vous pouvez traiter? Fait que moi, je suis chanceuse parce que dans mon centre, on s'est séparé les sites tumoraux. OK. Ben, d'une part, moi, j'ai un fellow. Fait que j'ai une surspécialité en cancer du sein. OK. Fait que la majorité de ma clinique, c'est des cas de cancer du sein. Fait que je dirais peut-être 70% de mes patientes ont le cancer du sein. Mais comme je travaille en équipe, on s'est quand même séparé d'autres sites tumoraux. Donc, moi, j'ai comme site tumoral les cancers urologiques. Fait que cancer de la vessie, prostate, testicules majoritairement, reins. Puis, en backup, des fois, j'aide les gens, les tumeurs cérébrales. OK. Fait que je fais ces 3 sites-là. Fait que je fais pas de tout. Par contre, quand je fais du dépannage, parce que je fais aussi du dépannage, fait que quand je vais à Sept-Îles ou quand je vais, comme là, dernièrement, j'étais allée aider à Cowansville, mais là, je fais de tout parce que dans ces, on va dire, plus petits centres-là, ou centres plus éloignés, ils n'ont pas la chance d'avoir une grosse équipe qui peut dire, ben moi, je prends ces 3-là, toi, tu prends ces 3-là. Fait que tu fais de tout. Fait que là, ça me permet de rester. Mais moi, j'aime ça parce que ça me permet de rester quand même à jour sur tous les autres types de cancers. Parce que quand tu es de garde, ben, tu les vois, tu sais, à l'urgence, tu les vois ces patients-là. À l'étage, tu les vois ces patients-là. Fait que semaine type, ben, c'est une spécialité de clinique. OK. Essentiellement, là. Fait que c'est... Si tu n'as pas de... On va dire de grosses tâches, c'est-à-dire l'urgence, l'hospitalisation, les consultations à l'étage, une semaine typique que tu n'as pas ces activités-là, tu fais de la clinique. Fait que tu peux mettre de la clinique. Encore là, tu t'arranges avec tes collègues, mais tu sais, si tu as un temps plein ou temps complet, tu fais 5 jours de clinique. OK. Est-ce que ça arrive de travailler les soirs ou à de garde? Est-ce qu'il y a des urgences oncologiques? Fait qu'on a des gardes, oui. La majorité des centres, encore au Québec, tu es de garde en hémato et en onco. Fait que ça prend quand même les reins solides quand tu as fait juste en oncologie, puis tu es de garde en hémato, onco le soir, puis la banque de sang t'appelle. Faut que tu aies des bons amis, des bons collègues qui disent tu me transféreras les appels, ou il faut que tu aies un bon arrangement pour un deuxième backup de garde. Nous, à Charlemagne, par contre, on est 2 de garde. Fait que si j'ai pas la réponse, je suis pas hématologue, ben j'appelle mon collègue. Fait que c'est vraiment rare qu'on a à se déplacer. Okay. Surtout en onco. En onco, jamais. Parce que les urgences oncologiques, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Par exemple, la compression médulaire. Mais ça va être géré par l'urgentologue jusqu'au lendemain matin. Là. C'est pas moi, avec mon traitement de chimio, qui va prescrire ça la nuit, qui va guérir le patient. S'il y a quelque chose, ça va être soit de la radiothérapie ou une chirurgie même. Fait en onco, on se déplace jamais. Oui, on peut répondre au téléphone pour des fièvres, mais on se déplace pas. Hémato, par contre, il faut qu'il se déplace. Parce que les leucémies qui arrivent de façon aiguë, des fois, il faut qu'il aille voir le frottis pour savoir si c'est une type de leucémie qui est urgente à traiter, même qu'il faudrait partir le traitement de nuit. Mais quand ça arrive, ça, moi, j'appelle un collègue, parce que quand même que je me lèverais, que j'irais à l'hôpital, puis que j'aurais la lame dans mes mains en dessous du microscope, il va quand même falloir qu'ils viennent la checker parce que je peux pas savoir c'est quoi. Donc, vous travaillez majoritairement comme lundi ou vendredi? Oui, lundi ou vendredi en clinique. Fait qu'on a un super beau centre d'oncologie à Charlemagne. Fait que tu fais tes cliniques avec tes patients. Tu commences, mettons, à 8 heures, puis tu finis à 5 heures. Tu as 1 heure pour dîner. Ça fonctionne comment aussi, le dépannage? Vous avez dit que vous en faites un peu. Oui. Parce que, justement, ben, il y a des besoins en oncologie qui ne sont pas comblés. Fait qu'il y a des postes, surtout en région, qui ne sont pas comblés. Fait que souvent, mettons, au sein de l'association, il va y avoir un appel pour dire nous, on a besoin d'un oncologue
pour remplacer un congé de maternité. Parce qu'admettons, je donne un exemple, admettons, par exemple, à Cowansville, si elle est toute seule, la personne, puis elle est en congé de maternité, ben là, il n'y a plus d'oncologue. Ça prend quelqu'un qui voit les patients puis qui continue la clinique. Fait que là, ils vont s'il vous plaît, si vous avez des disponibilités, ben venez nous aider. Fait que tu peux dire oui. Comme là, moi, je suis en congé de maternité. Ben, ça me tentait de retourner travailler un petit peu. Fait que là, j'ai dit, ben je vais y aller, faire 2 jours semaine. Fait que j'y vais 2 jours semaine à Cowansville. Puis, tu rentres, tu fais la clinique. Comme si tu étais à Charlemagne, mais tu fais ça ailleurs. Oui. Ouais. Est-ce que les ressources sont moins présentes ou est-ce qu'il y a une différence avec un... C'est vraiment différent. Puis moi, c'est ça que j'aime, de toujours me garder un peu on the edge, de comme pas rentrer dans mon confort de centre, on va dire, affilié universitaire. J'ai travaillé en centre universitaire aussi. J'ai travaillé au CHU de Québec, j'ai travaillé à Sherbrooke comme oncologue avant de venir m'établir à Charlemagne. Puis t'as tout, tu as accès à tout dans les centres. Puis ça devient super confortable. Tu veux un TEP scan, tu l'as. Tu veux un spécialiste, tu l'as. Là, quand t'es à cette île, là, le patient, premièrement, il est genre à Blanc-Sablon. Il faut que tu lui parles par téléphone, OK? Parce que lui, il viendra pas, là. Des fois, les routes, là, sont fermées l'hiver, là. Il peut pas se déplacer où? C'est des patients des communautés autochtones. Ils partent en avion pour venir te voir. Ils ont manqué l'avion. Il faut que tu lui parles par téléphone. Fait que t'as même pas vu le patient. Tu sais pas comment il va. Il y a une barrière de langage. Des fois, j'ai l'impression, quand je vais à cette île, que je suis dans un autre pays, là. Tellement comme on n'a pas la même culture, on n'a pas le même langage, ça prend des interprètes. Puis, on a accès à peu, tu sais, c'est des dossiers papier, puis tu fais ce que tu peux avec le système informatique. Puis, il y a une personne, c'est l'infirmière qui fait tout. Puis, elle, là, c'est ta meilleure amie, là. Elle connaît tous les patients sur le bout des doigts. Elle connaît leur famille, elle connaît leur traitement. Toi, t'arrives là, t'es comme... Dites-moi qu'est-ce que je fais. Là, tu vois les patients, elle est comme, OK, lui, nanana, lui, nanana. Puis, tu veux juste avoir des fois un scan, puis là, il faut que tu appelles à l'autre hôpital pour transférer le patient. Là, tu veux une biopsie, il faut qu'il aille à Québec. Là, il faut qu'il réserve un avion pour transférer le patient, pour aller faire une biopsie, pour revenir. Des fois, tu proposes ça au patient, puis il est comme, ben non, je veux pas de biopsie. C'est vraiment différent. Des fois, quand je vais à cette île, des fois, il y a des patients qui sont comme, ben moi, le 3 mois que j'étais à la chasse, j'en aurai pas de traitement. Parce que la chasse, c'est plus important. Mais moi, je m'en vais chasser. Fait que t'en auras. Puis t'es comme, oui, mais ton cancer va progresser, là, tu sais, il faut qu'on te traite. Puis comme, ben non, ça va attendre. Moi, j'avais jamais vu ça, là, en ville. Le patient qui veut pas de traitement, là. Il y a des patients qui sont en Floride, vont faire des prises de sang en Floride, puis t'envoient ça par courriel pour être sûr de pas manquer leur traitement. C'est vraiment différent. Vous avez mentionné que vous avez fait un fellow en cancer du sang. Vous l'avez fait où et pourquoi vous avez choisi le cancer du sang? C'est une bonne question. Fait que j'ai fait à Princess Margaret Cancer Center à Toronto. OK. Mon fellow. Fait que j'ai été 2 ans là-bas. Puis moi, ben, je sais pas, dès que j'ai commencé ma résidence en onco, j'ai eu la chance d'avoir des super bonnes mentors à Charlemagne, justement, en cancer du sein. Puis, tu sais, ça dépend tellement sur qui tu tombes. On entend souvent ça. On en parlait cette semaine aussi. Pour vrai, tu sais, les patronnes avec qui j'avais travaillé en cancer du sein, on s'entendait super bien. Fait que ça te donne le goût d'apprendre davantage, puis tu deviens bon. Fait que là, ça devient ton site préféré. C'est un peu ça. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi en cancer du sein, c'est qu'il y a beaucoup de lignes de traitement. Fait que c'est encourageant pour les patientes. Versus, mettons, cancer du pancréas, mettons, quand j'ai commencé ma résidence, ben, après 2 lignes de traitement, il faut que tu dises aux patients qui s'en vont en soins palliatifs, tu veux pas, t'es comme mal à l'aise. Tandis qu'en cancer du sein, tu peux voir des patients, ça fait 15 lignes de chimio qu'ils ont. Ils sont encore là, puis ils sont comme, moi, je veux me battre. Puis c'est le fun, tu sais, de donner espoir aux patientes. Puis c'est une belle clientèle. C'est toutes des femmes, quand même, relativement jeunes. Fait que c'est... Puis, tu sais, il y a une belle communauté du cancer du sein en général. Les patientes, il y a des fondations, il y a de l'argent qui est mis là-dedans, ça paraît... C'est agréable d'évoluer dans ce milieu-là. Vous avez dit que votre fellow était 2 ans. Des fois, on entend parler des fellows de 1 an, des fellows de 2 ans. Qu'est-ce qui décide? En fait, qui décide, c'est la personne qui t'engage. OK. Puis dans les centres universitaires, maintenant, ils demandent beaucoup 2 ans. OK. De plus en plus 2 ans. Pour que tu aies vraiment le temps d'aller chercher une expertise qu'il n'y a pas ici. Puis ça passe tellement vite. J'aurais pu rester 3 ans, 4 ans. Ça passe
hyper vite. Fait que c'est vrai qu'en 1 an, t'as pas le temps d'accomplir rien. T'as pas le temps de mettre un protocole, parce que souvent, les fellows, mettons, en oncologie, c'est de la recherche. Tu fais beaucoup de cliniques, mais il faut quand même que tu mettes à terme un projet de recherche, tu sais. Fait qu'en 1 an, là, t'as écrit le protocole, puis c'est peut-être rendu au comité d'éthique, là, tu sais. Il y a des délais qui sont hors de ton contrôle. Fait que t'arriverais, tu finirais ton fellow, puis ton projet de recherche serait à moitié fini. Fait que tu finirais jamais ce que tu commences. Tandis que 2 ans, là, t'as vraiment le temps de, tu sais, faire du point A au point B comme il faut. De connaître le milieu, de t'établir, puis d'apprendre comme il faut. Fait que de plus en plus, c'est 2 ans. Les milieux universitaires demandent 2 ans. Les milieux plus communautaires peuvent encore demander 1 année. OK. Vous parlez beaucoup de recherche. Est-ce qu'il y a des cours par rapport à ça? On en fait quelques-uns là, durant le doctorat, mais est-ce que ça continue dans la résidence pour vous former à regarder ou c'est comme un don naturel? Je pense que c'est un don naturel. Faut que tu aies une passion qui te naît à l'intérieur de toi, pas que ça donne le goût de vomir à chaque fois que tu entends parler de recherche. Parce que à la résidence, t'as comme 2 stages de recherche. T'as 2 fois 1 mois de recherche. C'est pas là que tu vas trouver la flamme, là. Fait qu'il faut que tu aies voulu en faire. Fait que moi, mettons, les étudiants qui sont intéressés, ils viennent me voir puis sont comme, dès la première année de médecine, sont comme, moi, je veux faire de la recherche. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils vont chercher, puis ils vont demander, puis t'apprends vraiment sur le tas. Pendant ma médecine, j'avais fait un stage COPC, ça s'appelait dans le temps, je sais pas si ça existe encore, je me rappelle même plus de l'acronyme, mais c'était justement, c'était une plateforme où tous les chercheurs mettaient les projets de recherche qu'ils avaient à faire, puis tu pouvais juste appliquer, puis tu avais une bourse de recherche pour faire ça. Pendant un été, ce que j'ai fait, puis c'était en chirurgie cardiaque, ça n'avait pas rapport pantoute, mais tu travaillais sur les cellules souches, c'est ça qui m'intéressait. Puis j'étais arrivée là-bas, là, je pipotais en dessous des hottes dans les trucs de pétri, des affaires. Je suis comme, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était au cégep, puis je savais pas ce que je faisais. Puis là, après ça, je faisais des Western Blot, puis des PCR, puis t'apprends sur le tas. Là, j'étais comme, OK, c'est le fun. Puis j'ai resté, après, ils m'ont engagée comme étudiante de recherche, et que j'ai resté là quand même 1 an et demi dans ce labo-là. J'ai vraiment aimé ça. J'ai appris à partir de la base à écrire un protocole, à faire mes petites expériences. J'ai appris j'ai vu c'est quoi faire un PCR au lieu de juste le lire. Puis après ça, ben, quand je suis arrivée en résidence, tout de suite, je suis allée voir Dr Pavic au CHU à Sherbrooke. Je suis comme, moi, je veux faire de la recherche. Puis il m'a dit, OK, ben j'ai des projets de recherche. Puis je suis rentrée, puis t'apprends sur le tas. Tu lis des études, t'es comme, OK, c'est de même, ça a marché. Tu sais, il va dire, OK, j'ai une idée de recherche, là. Parce qu'on est tous super occupés, puis on a tous pas le temps de faire de la recherche, mais il faut le faire. Fait que tu fais ça en plus de ton temps plein d'être médecin puis de faire de la clinique, parce que le temps protégé de recherche, ça existe, mais c'est une denrée extrêmement rare en médecine. Fait que... là, tu sais, fait que là, je suis allée voir le Dr Pavic comme, OK, j'ai telle idée. Super, OK. Il t'a écrit le protocole, puis reviens-moi. Puis je suis comme, écris le protocole. C'est genre, c'est quoi un protocole de recherche? Tu tapes sur Internet, protocole, recherche, médecine, tu sais. Puis là, t'apprends, là, tu y fais un draft, puis il est comme, OK, puis ben c'est bon, mais c'est pas de même, ça marche. Puis là, tu vas chercher dans les hôpitaux, même à l'université, il y a des centres de recherche, puis tu peux aller chercher de l'aide, puis tu questionnes, mais c'est beaucoup faut que tu veuilles, là. Ouais. Puis là, est-ce que vous continuez à faire de la recherche? J'en ai fait beaucoup pendant mon fellow. Mais de la recherche, on en fait à tous les jours en onco, mais je n'en dirige plus présentement. Fait que c'est compliqué. On a un centre de recherche à Charlemagne. C'est pas moi qui est responsable de ce centre-là, mais je participe à énormément de protocoles de recherche qui sont comme... Souvent, c'est des protocoles mondiaux en oncologie ou du moins comme canadiens, pan-canadiens. Fait que, mettons, c'est plus comme les groupes de recherche qui vont aller chercher les hôpitaux pour dire, nous, on a ce traitement-là à vous offrir. Voulez-vous être le responsable de la recherche dans votre centre? Fait que là, mettons, à ce moment-là, je dis oui. Quand c'est en cancer du sein, puis tu t'occupes juste de ton centre, mais c'est guidé comme plus haut. OK. Est-ce qu'il y a une personnalité type des gens qui se dirigent en oncologie? Oui, vraiment. Oui. Pouvez-vous nous la décrire? Je pense que, tu sais, on le voit tout un peu des fois. OK, les orthopédistes sont de même, puis les radios, puis les cardios sont de même. Mais oui, OK, on a un type de personnalité. On est des types de personnalité un peu introvertie, tranquille. On déplace pas beaucoup d'air. Tu sais, un party d'oncologue, c'est plate. Il se passe pas grand-chose, mettons. Tu sais, on arrive de bonne heure, puis à 8 heures, c'est fini, tout le monde est couché. c'est ça, c'est tranquille. On est des personnalités réservées, mais on est
on est des gens super organisés, ponctuels, un peu intello parce que faut lire de la recherche. On est tranquille, là, on n'est pas celui qui déplace le plus d'air. T'sais. Je me rappelle, je me sentais tellement pas à ma place dans le tronc commun de médecine interne. Moi, je suis rentrée là, puis j'étais comme, moi, je vais être oncologue, OK? Fait que les soins intensifs, là, j'en ai rien à faire. J'aime pas ça. J'aime pas ça être ici. OK? J'aime pas ça faire des voies centrales. J'aime pas ça mettre des canules artérielles. J'aime pas ça. Puis là, j'étais comme, je donnais mes techniques à tout le monde. Puis les patrons étaient comme, là, Alexandra, faut que tu fasses des techniques. Puis je suis comme, j'aime pas ça. C'est ce que je te dis. J'en ferai jamais. Fait que, c'est ça. J'étais comme, moi, je suis pas à ma place. Tu sais, j'aime pas ça, là. J'avais hâte de rentrer en onco. Puis d'être comme, enfin, mon milieu. C'est intéressant ce que vous dites que vous aimiez pas ça en médecine interne, mais vous l'avez quand même fait pour aller en oncologie. Je me demande, qu'est-ce qui vous a motivé à comme persévérer à faire quelque chose? Je sais pas. Je sais pas, puis j'y pense des fois, je suis comme... Sérieux, c'était long. Oui. C'était long. Fait que pas de conseils pour ça. La résilience. La résilience, c'est bon. Persévérer. Mais quand tu le sais que ton objectif, c'est ça... ça Tu peux passer au travers les puis tu te fais des amis, puis t'en ris, puis t'es comme... Moi, tout le monde le savait que j'haïssais ça, les soins intensifs. Puis ils me mettaient toujours... Il y a 2 hôpitaux à Sherbrooke qui mettaient toujours des soins intensifs faciles. Il y a les gros soins intensifs, puis il y a les soins intensifs. Moi, j'étais toujours là. Puis t'es comme... Tu sais, ils m'en demandaient pas trop, ils savaient, là. Quand t'as une belle gang, c'est facile d'évoluer avec. Quand même, ça rend la chose plus facile. Puis à Sherbrooke, c'est comme une petite famille. Ouais. Fait que ça, c'est fait. Je me demande aussi, là, vous avez fait le fellow pendant 2 ans. Mais là, après, quand vous êtes revenu, vous faites aussi comme cancer prostate et tout. Comme, est-ce que vous avez dû faire une mise à niveau de vos connaissances? Parce que, tu sais, comment vous avez fait pour vous souvenir de tout puis d'être compétente dans... Tout ce que j'ai appris mettons, j'ai fini... Mettons, à mon collège royal d'oncologie, là. Puis quand je suis revenue de fellow, il n'y a plus rien qui se traitait de la même façon, presque. Ça va tellement vite. Là, même là, je suis anxieuse parce que j'ai été 5 mois en congé de maternité. Puis je suis comme, j'ai du rattrapage à faire en cancer du sein, puis c'est ma spécialité. Puis je suis comme, c'est sûr que c'est passé des nouvelles affaires. Là. Faut que tu sais, c'est stressant, ça va vite à ce point-là. Fait que oui, il a fallu faut que tu te gardes à jour. Moi, j'ai comme un fichier Word où ça fait à peu près comme 250 pages. Là. À chaque fois que je lis une étude, là, je vais la rentrer dans mon tableau. OK. Fait que j'ai tout séparé ça, mettons, OK, cancer, sein, prostate, poumon, côlon, nan. Après ça, des sous-catégories. Puis là, à chaque fois qu'il y a une étude, ben là, j'écris l'étude. Il y a combien de patients? C'était quoi les bras de recherche? Bras expérimental, c'est quoi la survie globale, c'est quoi la survie sans progression, c'est quoi les taux de réponse, l'étude était-tu positive, était-tu négative, comme ça me garde. Puis tu sais, j'ai comme mon top 5 journaux importants à checker, fait que là, c'est comme lire le journal, là. Tu ouvres le journal, tu checkes tes affaires, puis tu rentres ça dans ton tableau, puis ça te garde à jour. Puis on a tellement de formations continues en oncologie, parce que, justement, c'est impossible de se garder à jour. Fait que nous, mettons, à Charlemagne, à chaque mercredi, on a un club de lecture. Puis à chaque vendredi, on a une présentation. Fait que on se garde à jour. Fait que, mettons, moi, un moment donné, c'est à mon tour d'aller parler sur le cancer du sein, les nouveautés en cancer du sein. Ensuite, plusieurs soirs par année, il y a des congrès en oncologie régulièrement. Ben, on s'organise des séances où on fait un post, mettons ASCO, qui est la Société américaine d'oncologie, post ESMO, qui est la Société européenne d'oncologie. Fait qu'on se fait des résumés parce que on peut pas rester à jour tout le temps dans tout. Là. Donc, vous diriez que vous allez lire des articles comme au combien de temps? Tous les jours. Ah ouais? Oui. Tu es abonné aux infolettes, là, tu checkes vite. Tu sais, puis à un moment donné, ton cerveau devient conditionné à ça. C'est moins lourd que... Tu sais, lire une étude en R1, là, ça me prenait une semaine, là, préparer mon club de lecture, là, je pourrais imprimer l'article, la lire 15 minutes avant, puis tu sais, je serais prête à faire. Parce que tu apprends, il y a des mots-clés, il y a les méthodes statistiques, tu peux lire ça de même parce que tu sais c'est quoi, t'envoies, tu sais c'est quoi les études importantes, on s'en parle. Fait que tu sais, t'es abonné aux infolettes, tu vas checker sur... tu sais, il y a beaucoup de médias sociaux aussi, mettons Lancet Oncology, le New England, ils sont sur les médias sociaux, fait que les grosses études, ils vont les publier, fait que ça te permet de te garder à jour aussi là-dessus, là. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez moins de votre spécialité, que vous aviez pas pensé à ça avant d'appliquer, peut-être? Bien, ce que j'aime moins de ma spécialité, c'est perdre des patients.
Ouais. Parce que ça fait quand même partie de la réalité. Puis on n'aime jamais ça, annoncer des mauvaises nouvelles. On devient jamais immunisé. Il n'y a pas un patient que ça me fait plaisir de dire que j'ai plus rien à y offrir puis qu'il faut qu'il y ait en soins palliatifs. Fait que c'est ça la partie la plus difficile, la partie que j'aime le moins. Ça à quoi j'étais pas préparée, c'est la paperasse. Okay. Puis ça, on n'en parle pas assez. Parce que quand on est résident ou étudiant, on voit pas cette partie-là parce que c'est tout dans le bureau du médecin, du patron qui va faire ça quand il va avoir fini sa journée clinique avec vous. Mais mettons, pour 5 minutes que j'ai avec mon patient, là, j'ai probablement 15 minutes de paperasse. Surtout en oncologie parce qu'il n'y a pas un traitement qu'on donne presque qui est approuvé par la RAMQ. Fait qu'il faut faire des demandes de médicaments d'exception. Des fois, il faut que tu ailles à des comités pharmacologiques à l'hôpital, représenter ton patient pour demander qu'il paye le médicament. Fait qu'il y a des formulaires à remplir pour ça. Formulaire d'assurance, formulaire d'invalidité, formulaire de ci. Des formulaires, là, j'en remplis. C'est l'enfer. Écrire ta note pour le patient. Mais là, le patient, il faut que tu prescrives sa chimio. Mais la chimio, c'est pas juste écrire Folfox. Là, il faut que tu écrives les doses. Mais il y a aussi des pré-meds qui vont avec, puis il y a des post-meds, puis il y a des médicaments qu'ils donnent à l'hôpital, mais il y a des médicaments que le patient reçoit à la maison. Fait qu'il faut que tu fasses une feuille pour la pharmacie communautaire, puis une feuille pour la pharmacie d'oncologie. Après ça, il faut que tu prescrives ses scans pour son suivi de cancer. Faut que tu écrives ta note. Tu demandes les consultants. Fait que ça finit plus. C'est 5 minutes de patient puis 20 minutes de paperasse. Est-ce que, là, avec tout ce qu'on a dit sur la recherche, qu'il y a des nouveaux médicaments comme hyper souvent, Ouais. Est-ce qu'il y a, tu sais, la RAMQ, es-tu à jour Non, là-dedans? c'est ça. C'est comme tout le temps à refaire? C'est tout le temps à refaire. Ils sont toujours en retard. Oui, c'est ça. Quand ça arrive, là, c'est plus les... C'est ça. OK. Fait que le temps, en fait, mettons, ça va rapidement, les compagnies pharmaceutiques qui sortent un nouveau médicament révolutionnaire, l'étude va sortir, moi, demain matin, je le veux pour mes patients. Mais c'est pas de même que ça marche. Mais là, fait que les compagnies pharmaceutiques vont demander d'enregistrer leur médicament à Santé Canada. Le Santé Canada va l'approuver. Ça va aller quand même vite. Mais là, pour pouvoir l'utiliser puis que ça soit remboursé au Canada, c'est l'INES qui va s'asseoir puis étudier ça avec un groupe d'études pour savoir, font des études, en fait, coût-bénéfice. Parce que nous, c'est nous qui paye, c'est la population qui paye. Fait que, est-ce que pour ce que ça coûte, puis c'est vraiment froid dit de même, mais est-ce que pour ce que ça coûte, ça vaut le bénéfice de prolongation de la vie de cette personne-là? Fait que des fois, tu te dis, pour 3 mois de plus de vie, ça coûte 100 000 de plus pour 10 patients ou pour 250. Tu sais, ils font des études puis des tableaux puis ils voient si finalement ça vaut la peine de le rembourser ou pas. Mais ça prend plusieurs mois. Ça peut prendre 2 ans même. Fait que entre la zone tampon, là, c'est les compagnies pharmaceutiques qui payent. Souvent. Fait qu'ils vont faire un programme d'accès spécial pour donner... Ils vont payer le médicament pour que les patients aient accès en attendant. Puis est-ce que des fois, ça arrive que sont pas remboursés? Oui. Fait que là... C'est qui paye dans ce temps-là? Personne. Fait que là, le programme d'accès ferme. Fait que ton patient que tu as vu la semaine passée, vendredi, tu as pu lui donner la molécule. Ouais. Puis là, le programme d'accès ferme, le lundi, le patient ne peut plus avoir ce médicament-là. OK. Mais le patient qui est rentré dans le programme d'accès, lui, peut l'avoir à vie. OK. Parce que la compagnie s'est engagée à le payer. Mais le patient, l'autre, il a manqué le bateau, puis la RAMQ ne veut pas payer, il n'a pas accès. OK. Mais tu sais, quand c'est un médicament pour lequel le bénéfice de survie est significatif, la RAMQ ne va jamais dire non. Quand c'est des molécules là, comme vraiment impressionnantes, même si ça coûte cher, on va le rembourser au Québec. Puis, en général, on a le même accès des médicaments que, mettons, partout ailleurs au Canada, à quelques exceptions près. Mais c'est que, des fois, c'est des petits bénéfices. De quelques semaines, oui, l'étude était positive, mais est-ce que vraiment 6 semaines de plus de survie, ça vaut... Puis c'est vraiment crève-cœur de parler comme ça parce que, ben oui, quand c'est toi puis ta famille, ça vaut la peine. Ouais. Mais à l'échelle populationnelle, quand tu regardes comme ça, puis tu connais personne puis t'es détaché, tu peux te dire, ben, c'est pas une dépense que j'accepte de payer.
Est-ce que ça arrive d'avoir des patients qui viennent d'ailleurs pour recevoir des traitements parce qu'ils ont entendu que c'est mieux ici, ou vous envoyez des patients ailleurs parce qu'il y a des essais expérimentaux quelconques? Oui. Fait que c'est plus rare. De mon expérience, j'ai jamais vu de patients venir d'ailleurs recevoir ici. OK. Parce que je ne crois... Faudrait qu'il ait accès à la RAMQ OK. pour avoir un traitement, pour voir un médecin. Mais ça se peut. OK. Mais j'en ai jamais vu. Puis quand j'étais à Toronto, j'en ai pas vu non plus. Non plus. OK, fait que c'est Mais pas très commun. J'en ai vu dans le sens que, mettons, j'ai vu des femmes... Parce que moi, j'étais en cancer du sein. J'ai vu des femmes d'ambassadeurs. Fait que, mettons, l'ambassadeur de l'Inde, sa femme a le cancer du sein. Ben, elle va se faire traiter à Toronto. OK. Mais il n'y a pas la nationalité, mais qui payait. C'est l'ambassade indienne qui payait ses traitements. OK. Mais c'est un cas plus particulier parce que, tu sais... Mais, tu sais, j'ai jamais entendu, mettons, un citoyen d'ailleurs dans le monde venir au Québec recevoir des traitements. Non. Mais je ne sais pas si ça se peut ou pas. Par contre, envoyer des patients ailleurs, ça existe. OK. Parce qu'il y a une banque d'études de recherche clinique qui existe, qui est clinicaltrials.gov, .gov, en tout cas. Puis, tu vois tous les essais cliniques qu'il y a dans le monde. Fait que quelqu'un de très motivé pourrait dire, ben moi, je veux cet essai-là, puis je vais y aller. T'écris au spécialiste, puis tu peux y aller. Mais c'est à leurs frais. Oui. Tu sais. Puis ça, c'est le patient qui fait sa recherche. C'est pas vous qui êtes à jour. On les aide. Oui, OK. Ouais. OK. Un patient qui est très motivé, puis qui est en moyen, malheureusement aussi, il faut dire ça, on les aide. Là. Moi, je les aide à les trouver, puis je peux écrire au médecin, ça me fait plaisir. On peut envoyer un résumé de dossier. Voir si c'est un bon candidat. Exactement, ouais. c'est ça. Est-ce que ça arrive plus souvent que c'est parce qu'ici, on est comme un peu à court de traitement? C'est dans le sens qu'il y a une étude faite ailleurs qui pourrait fonctionner, mais ici, comme on a tout essayé. Ouais, c'est ça. OK, c'est plus fréquent. Parce qu'on est vraiment chanceux au Québec. On a accès à on a accès aux meilleurs traitements en oncologie, honnêtement. Puis là, c'est vraiment du fine-tuning, tu sais, on pense que cette molécule-là est peut-être meilleure, puis il y a un essai clinique en ce moment, mais on le sait pas vraiment, ça n'a pas été prouvé encore, c'est à l'étude, mais on est presque certain que ça va être meilleur. On va envoyer notre patient qui est motivé à y aller. Mais en général, tous nos patients sont extrêmement bien traités ici. On a rien à dire. On a les meilleures molécules, on les a. Vous avez l'air vraiment passionné par votre travail. Qu'est-ce que vous diriez qui est votre partie préférée? Mais j'adore mon travai. Ouais. J'aime vraiment ça. Ça paraît. Je pense que c'est la meilleure spécialité au monde. Mais moi, c'est la relation avec le patient. Comme je disais tantôt, de développer cette proximité-là avec mes patients, puis de les accompagner, puis de les aider dans le traitement de leur cancer, c'est incroyable. Puis, contrairement, mettons, à d'autres types de patientèle, les patients qui ont un cancer, ils veulent guérir. Ils veulent se faire traiter. Fait qu'ils sont super à l'écoute de ce que tu vas leur dire, puis ils sont des bons patients. Versus, mettons, en pneumo, tu vas avoir un patient MPOC, tu vas lui dire 25 ans d'arrêter de fumer, il n'arrêtera jamais de fumer, puis il va venir te voir parce qu'il fait des exacerbations d'MPOC, puis t'es comme, mais arrête de fumer. Tu sais? Mais non. Mais c'est, tu sais, tandis que, ben moi, la patiente, elle a un cancer du sein, elle veut pas, elle veut tout faire pour s'en débarrasser. Elle va faire, écoutez, à la lettre, qu'est-ce que tu fais? Tu les accompagnes dans, tu sais, moi, là, mes patients, là, ils connaissent toute ma vie. Quand j'étais enceinte, là, ils voulaient tout savoir c'est qui le bébé, comment il allait s'appeler. Ils m'ont acheté des cadeaux. Tu sais, t'es proche de tes patients. C'est agréable. Puis, en oncologie, on a une spécialité qui est, encore là, privilégiée parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va en oncologie. Puis c'est vrai qu'on est chanceux. Puis c'est le fun de travailler en oncologie parce que le budget de la santé va beaucoup en oncologie. Fait que tu as des belles infrastructures, souvent sont neuves ou récentes. Tu as beaucoup d'infirmières.
Fait que t'as beaucoup de support clinico-administratif, t'as une équipe multidisciplinaire, il y a du budget pour la physio, la nutritionniste, les infirmières pivots, les infirmières de clinique, les infirmières de recherche. T'as beaucoup de support. Fait que c'est agréable de travailler dans une équipe comme ça versus t'as des spécialités crève-faim qui font un excellent travail, tout autant importante pour les patients, mais sont dans des bureaux pas de fenêtres, dans le fond d'hôpital, dans une vieille aile pas rénovée. Ils ont de la misère à avoir une infirmière 5 jours semaine pour les aider. Ouais. Comme, ils se battent, puis à chaque jour, il faut qu'ils rentrent travailler, puis ils se battent pour avoir la moindre petite affaire. Je comprends que ça peut être dérangeant. Ouais. Mais nous, en onco, on est vraiment chanceux. Vous parlez de la relation avec le patient et du fait que les patients sont comme super coopératifs. Est-ce que des fois, il y a des patients qui arrivent avec des espèces de, tu sais, des méthodes de traitement un peu alternatives? Oui. Oui, ça arrive. Puis comment vous gérez ça? Est-ce que c'est dur pour vous de voir ça? Comment? Ouais. Ça dépend. Parce qu'il y a 2 types de patients. Fait qu'il y a les patients qui sont convaincus que leur traitement alternatif, qu'ils ont lu sur Internet, que s'ils buvaient du bleu de méthylène, ils allaient guérir leur cancer. C'est quoi? Puis eux sont convaincus que c'est meilleur que ton traitement. Parce que quelqu'un sur Internet qui a dit qu'il était guéri du cancer, que son cancer avait disparu. Puis lui, là, ce patient-là, il va dire que tes traitements, c'est de la merde, puis il veut rien savoir, puis ça, il n'y a rien à faire. Ces patients-là, tu essaies de leur expliquer gentiment, puis t'es comme, mais c'est pas prouvé scientifiquement, puis c'est pas de la vraie information, puis c'est déformé, puis blabla. Il n'y a rien à faire, fait qu'ils vont juste pas t'écouter. Mais oui, ça, c'est frustrant. Mais il y a des patients qui c'est juste comme, hey, ma tante, elle a entendu parler de ça, puis je voulais juste m'informer, puis tu prends le temps de leur expliquer, puis ils comprennent. Puis ils sont comme, ben, merci beaucoup pour les explications. Mais je pense que qu'est-ce qui est le plus fâchant pour les patients, c'est quand tu prends pas le temps de leur expliquer. Si tu as pris le temps de leur expliquer, souvent ils vont comprendre, puis ils vont apprécier le geste que tu as fait, puis ils vont se sentir plus en confiance parce que tu as pris le temps au moins d'écouter qu'est-ce qu'eux y avaient à dire, puis que tu n'as pas négligé non plus, puis dit c'est pas bon, puis t'en parles plus. Tu prends le temps, le 1 minute que ça prend de plus, mais au moins il est rassuré, puis il a dit qu'est-ce qu'il avait à dire. Mais il y en aura toujours, tu sais, des petits égarés qui viennent, puis qui t'aiment déjà pas, puis t'es comme, mais j'ai rien fait, là. Je pense que ça met fin à l'épisode. Ça a été vite. Ça a été vraiment vite. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.